C'est bon pour toi, Jean? Bonjour François Molins Bonjour. et merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Qu'est-ce qu'on juge cette semaine? Pardon. Qu'est-ce qu'on juge cette semaine? On juge des personnes accusées d'avoir participé à des actes abominables qui ont été perpétrés durant 3 jours, dans une sorte de cycle infernal, les 7, 8 et 9 janvier. Et on va y revenir. On va y revenir avec votre témoignage justement le 7 janvier 2015. Comment est-ce que vous apprenez, vous, François Molins, ce qu'il se passe dans les locaux de Charlie Hebdo? Au moment où il y a la réunion hebdomadaire de rédaction Charlie Hebdo, moi je suis dans une toute autre réunion beaucoup plus administrative, qui est la réunion de gestion hebdomadaire avec le président du tribunal et nos équipes. Lorsque j'ai, vers 11h30, je crois, un appel téléphonique d'un responsable de la police parisienne qui m'avise d'une fusillade qui vient d'avoir lieu à Charlie Hebdo, avec a priori un mort. Est-ce que vous comprenez tout de suite? Est-ce que vous mesurez tout de suite? Non, non, non. Moi, j'ai pas du tout mesuré ce qui s'était véritablement passé. Par contre, j'ai tout de suite perçu la sensibilité extrême de l'information qu'on venait de me donner, parce que une fusillade dans un local de presse, dans Charlie Hebdo, et déjà avec un mort, c'était déjà quelque chose en soi de gravissime. Vous avez été surpris? Je m'attendais pas forcément à ça ce jour-là. On savait qu'il y avait des menaces depuis longtemps contre Charlie Hebdo. Il y avait d'ailleurs trois membres de la rédaction qui étaient sous protection policière, hein. Il y avait eu un attentat déjà en novembre 2011, mais il n'y avait pas d'éléments précis laissant craindre l'imminence d'une action violente contre Charlie ce jour-là. Et vous êtes l'un des premiers sur place, François Molins. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez? Il y a du monde? Il y a déjà pas mal de monde. Je vais retrouver des responsables policiers, des collègues du parquet de Paris, de la section antiterroriste et de la section qui gère les crimes flagrants. Donc en arrivant, comme chaque fois, le responsable de la PJ qui est présent va m'expliquer rapidement ce qui s'est passé, me dire qu'en réalité, effectivement, c'est pas un mort, que le bilan victimaire est beaucoup, beaucoup plus lourd. Et il va me proposer de rentrer dans les locaux pour aller à l'étage, aller voir ce qui s'est passé dans la salle de rédaction. Et vous êtes donc monté dans la salle de rédaction. Est-ce Oui, que à vous vous l'entrée. souvenez aujourd'hui de ce que vous voyez à ce moment-là? C'est une ambiance totalement surréaliste, hein. Il y a un silence très fort et une odeur de sang et de poudre qui règne dans l'immeuble, hein, et dans la salle de rédaction, c'est un carnage, quoi. Une scène, en fait, c'est plus qu'une scène de crime, c'est une scène de guerre, hein, avec un enchevêtrement de corps effrayant. Ce sont les images qui restent. Ouais. La section antiterroriste du parquet se saisit de l'enquête. Vous retrouvez une pièce d'identité d'un des frères Kouachi dans la voiture qu'il conduisait. Comment, François Molins, est-ce qu'on bascule du choc de ces tout premiers éléments de l'enquête à ce qui va devenir une véritable traque? C'est toujours un peu l'office des magistrats du parquet dans ce cas de figure, hein. C'est qu'on peut effectivement être confronté à certaines émotions au regard du caractère dramatique et affreux des images qu'on peut percevoir, mais il faut très vite revenir sur un comportement professionnel. Et effectivement, on a très vite compris, en réalité, au regard de l'identité des deux personnes qui avaient commis ces actes, hein, qu'on était engagé dans une forme de traque, hein, dans une course contre la montre, afin de les arrêter le plus tôt possible pour éviter qu'ils ne commettent d'autres méfaits. Donc effectivement, on va être confronté pendant 3 jours à une spirale infernale qui va se traduire par un enchaînement d'événements tous aussi dramatiques les uns que les autres, hein. La policière de Montrouge. Justement, c'est moins de 24 heures après que Larissa Jean-Philippe Oui, est tuée, cette policière oui, municipale à Montrouge. oui. Et est-ce qu'on arrive à faire le lien rapidement? On a fait le lien assez rapidement. On a surtout compris très vite qu'il fallait se saisir avant même d'avoir fait le lien. Moi, j'avais décidé, je me souviens, le jeudi en début d'après-midi, effectivement, la saisine de la section antiterroriste ou des qualifications de terroristes sur la base de critères objectifs. C'est un policier, donc cible institutionnelle, commis lors de son intervention à la suite d'un banal accident de la circulation, tué avec une arme de guerre, donc un modus operandi très particulier. Donc on avait objectivement des critères pour nous saisir. En réalité, on a très vite compris à qui on avait affaire, puisque on a eu assez vite un signalement qui nous a amené sur Amédi Koulibaly,
dont on savait qu'un Français d'origine malienne était l'un des amis des frères Kouachi. Et on a eu la chance, effectivement, d'avoir assez vite une preuve formelle, puisqu'on avait, je vous le rappelle, trouvé une cagoule non loin de la scène de crime. Et dans cette cagoule, on a pu identifier dans la soirée l'ADN. Il y avait un cheveu d'Amédi Koulibaly, donc on a su très vite que c'était lui. Et là, la pression, l'enquête, tout cela change de dimension. Tout à fait. On est encore une fois, je le disais, dans un enchaînement d'événements. On court après les frères Kouachi qui disparaissent, qui réapparaissent, mais on n'arrive pas effectivement à les appréhender. On a maintenant un troisième terroriste qui apparaît avec Amédi Koulibaly, qui a tué cette policière à Montrouge, et qu'on n'arrive pas non plus à interpeller, puisqu'au cours de la nuit du jeudi au vendredi, on va organiser 3 perquisitions dans ces possibles lieux de chute. On n'arrivera pas à le découvrir, à l'interpeller. Donc effectivement, un climat très, très anxiogène et qui fait qu'on court après des gens qu'on n'arrive pas à récupérer. Et donc le troisième jour, au matin, le vendredi matin, les frères Kouachi sont localisés dans une imprimerie de Dammartin-en-Goële. Oui. Vous foncez sur place. Oui, dès qu'on le sait, le matin, je vais partir avec ma collègue chargée de communication, la chef de la section antiterroriste et un autre collègue. Et donc, on va être présent toute la journée à Dammartin pour suivre l'évolution des choses et participer effectivement à tout ce qui va se passer ensuite. Comment ça se passe à ce moment-là vous préparez un assaut, on vous propose un plan d'assaut? On est dans un cas de figure un peu particulier puisque vous avez un trouble majeur à l'ordre public, qu'il faut restaurer l'ordre public. Donc la décision d'assaut et de ses modalités, elle est prise en réalité par l'autorité administrative, en l'occurrence au plus haut niveau de l'État, puisque c'est le président de la République. Mais comme il y a aussi une infraction qui est en cours d'être commise, ces décisions sont toujours prises en concertation avec l'autorité judiciaire. Donc en réalité, la décision qui a été prise par le président de la République, on en a été avisé à ce moment-là par le général Favier. On a bien évidemment donné notre accord et dit que ce qui était envisagé recevait notre totale approbation. Et donc effectivement, on est parti sur cette façon de fonctionner. Et là, François Molins, déjà la situation est exceptionnelle. Vient s'ajouter un fait nouveau. Toutes les télés sont en train de filmer en temps réel. Oui. Ça change votre travail? On le savait, mais honnêtement, on a travaillé, on a fait avec. On a fait comme si. On a fait avec. Et là, l'hypercachère. Une deuxième scène, simultanément. Oui. On comprend que les actions sont coordonnées et on se dit que ce qui se passe chez l'un va influer l'autre. Oui, en fait, c'est du jamais vu, avoir une seconde scène qui va apparaître et qu'il va falloir gérer, avec une prise d'otage qui intervient par un autre terroriste qui vient vous menacer d'exécuter les otages si on donne l'assaut aux frères Kouachi. Effectivement, j'allais dire que ça a donné une dimension de complexité et dramatique supplémentaire. Quelque part aussi, ça a presque, j'allais dire, renforcé l'évidence de la solution qui avait été adoptée. Et je pense effectivement qu'il était évident que dans ce cas de figure, la seule solution, c'était effectivement de donner un assaut concomitant sur les deux scènes, Dammartin-en-Goële et l'hypercachère. En réalité, cette solution n'est pas celle qui a été appliquée, elle n'a pas eu à être appliquée, puisque on sait que les frères Kouachi sont à un moment donné sortis de l'imprimerie, et c'est eux en réalité qui ont donné l'assaut aux militaires du GIGN, qui n'ont plus qu'à les neutraliser. Ensuite, de quoi une demi-heure après, l'assaut a été donné à l'hypercachère, qui a permis de neutraliser Amédi Koulibaly. Le procès intervient 5 ans après. Oui. 14 accusés, aucun des 3 auteurs dont nous parlons, les 3 terroristes sont morts, les Français s'en souviennent. C'est une tâche difficile pour la justice que de répondre finalement sans ces 3 terroristes? C'est toujours une tâche difficile, mais je pense que ça participe à un devoir à l'égard des victimes. Je pense que dans ce cas de figure, et particulièrement sur tous ces faits des 7, 8 et 9 janvier, la justice, elle a un devoir de vérité et de réparation à l'égard des victimes. Vérité et réparation qui sont d'ailleurs, à mon sens, intimement liées. Ce procès, il doit être l'occasion de montrer effectivement aux victimes d'abord de nommer les choses, de les qualifier et de permettre aux victimes de comprendre comment les choses se sont passées, pourquoi elles se sont passées ainsi, grâce à l'aide de qui. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de gens qui sont accusés d'actes de complicité. Et ça, je pense effectivement que ça participe de ce devoir élémentaire de manifestation de la vérité qui pèse sur l'institution judiciaire. Dans le journal Le Point, il y a un peu moins d'un mois, maître Richard Malka, qui est l'avocat historique de Charlie Hebdo, explique, je le cite, « On fait un procès à ceux qui les ont armés », il parle des frères Kouachi, «
mais pas à ceux qui les ont armés idéologiquement. Ces procès-là, je pense que ce procès-là, bien évidemment, il y sera parce qu'on ne manquera pas d'évoquer dans le cadre du pourquoi est-ce qu'on a pu arriver là, le rôle effectivement des mentors des frères Kouachi, le rôle des grandes organisations terroristes qui véhiculent effectivement ces idéologies totalement mortifères. Donc je pense que ça sera nécessairement le cadre du débat, surtout dans le cadre de ce procès parce que on est effectivement dans des abominations. Il y a l'hypercachère, il y a Charlie Hebdo, et dans Charlie Hebdo, je pense qu'il y a quand même aussi une dimension supplémentaire, qui est effectivement toute la problématique de la liberté d'expression. Effectivement, ces terroristes ont voulu abattre en commettant ces actes, en vengeant le prophète, comme il disait le 7 janvier. Mais donc, je pense que le respect et l'importance d'assurer le respect de la liberté d'expression dans une démocratie sera aussi au cœur du procès, je l'espère, qui va se tenir durant ces semaines. Ce procès sera filmé. C'est déjà arrivé dans l'histoire, Papon, Forisson, AZF, le génocide rwandais. Toujours l'histoire avec un grand H finalement. C'est une première en matière de terrorisme. Oui. À quoi ça sert? Je pense que ça a une vertu aussi particulière qui s'inscrit dans ce travail de vérité et de réparation que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que ça s'inscrit dans tout ce travail parce que, à l'égard des victimes, les pouvoirs publics, la justice et aussi l'État en général ont un devoir particulier qui est un travail de reconstruction de la mémoire collective. Et je pense que reconstruire la mémoire collective, ça consiste aussi à pouvoir filmer ces débats, qui permettront, je le répète, de qualifier, de nommer, d'expliquer. Et je pense aussi de restaurer finalement la dignité et l'humanité que les terroristes ont voulu justement nier à l'occasion de l'acte qu'ils ont commis au cours de ces 3 jours. Donc ce travail de mémoire collective, je pense qu'il est essentiel pour effectivement la reconstruction des victimes et la résilience dont ils ont et dont notre société a tant besoin aujourd'hui. François Molins, votre témoignage est extrêmement précieux pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin, avec cette semaine, ce procès des attentats de janvier, et aussi parce que l'on sait que c'est l'ouverture d'une série de procès, l'ouverture d'une époque que nous avons traversée. On va connaître des procès pour le Bataclan, Saint-Étienne-du-Rouvray, pour Nice. Charlie, finalement, c'était le début de cette vague. C'est effectivement Charlie Hebdo hypercachère, c'est effectivement le point, l'évidence de la montée en puissance du phénomène terroriste djihadiste qui va effectivement se concrétiser dans les mois et les 3 années suivantes. Et ça a été votre travail pendant ces années, François Molins. Aujourd'hui, du temps a passé, 5 ans depuis Charlie, donc. On sait qu'il va y avoir aussi des sortants de prison. J'en terminerai par là. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet pour la suite? Je pense qu'on a toujours des raisons d'être inquiet. Notamment quand on pense aux chiffres qui ont été donnés cet été sur la proportion de récidives, entre guillemets, par rapport à tous les gens qui revenaient de conflits en Irak, en Syrie ou en Afghanistan. Je vous renvoie aux chiffres qui ont été donnés, qui faisaient état de plus de 1% de gens qui remettaient ça finalement. Donc je pense qu'il faut être inquiet. Mais l'inquiétude, elle est aussi, j'allais dire, moteur, parce qu'elle est aussi nécessité de travailler sur ces sujets. Alors je pense qu'on a progressé depuis quelques années là-dessus, à travers un certain nombre d'institutions. Je pense que la circulation des informations circule aujourd'hui mieux au sein de la communauté du renseignement, mieux entre le renseignement et le judiciaire. Le ministère de la Justice s'est doté d'un renseignement pénitentiaire au niveau de l'administration pénitentiaire qui commence à être de plus en plus efficace. Pour autant, il y a peut-être encore des choses à faire pour assurer un suivi, effectivement, suivant des modalités à déterminer de ces gens lorsqu'ils sortiront. Mais ça renvoie finalement à toute la problématique qui renvoie à la décision du Conseil constitutionnel qui finalement a retoqué, si vous me permettez de m'exprimer ainsi, la proposition de loi qui venait et qui instaurait effectivement un suivi sur ces sortants. Donc je pense que tout ça montre bien qu'il faut effectivement faire quelque chose. Il faut le faire simplement de façon proportionnée et d'une façon qui respecte notre état de droit. Un dernier mot, François Molins, à l'homme de droit que vous êtes, et vous faisiez référence à l'état de droit, c'est le procès du terrorisme d'une certaine manière qui démarre. Que de liberté perdue aussi dans cette période? Je dirais pas ça comme ça. Je pense, moi, alors je sais que je veux pas rentrer dans des polémiques. Moi, j'ai toujours pensé
que la gestion de l'état d'urgence s'était fait d'une façon finalement relativement équilibrée, s'était fait de façon finalement assez raisonnée, et que si effectivement certaines libertés ont été un peu rognées, on était quand même arrivé à une... Ça avait été fait, je dirais, avec équilibre et de façon à sauvegarder l'essentiel. Et puis, d'une façon qui avait quand même permis à la justice, aussi bien administrative que judiciaire, de remplir son rôle et de rappeler ce qui devait l'être en corrigeant effectivement ce qui devait l'être aussi. Merci François Molins. Merci beaucoup.